Ah oui. Il est allumé, moi, non? Allume juste là. Oui. Allume. Voilà. Ah, reste. Non, c'est bon, j'ai allumé. Ah, reste une fois. Allume. Voilà. Il est allumé là? Non, appuie une fois après. Non. Appuie un peu plus fort. Voilà. Dès que la lumière bleue, tu lâches. Ah, bon. Très bien. Rapti Watati, bonsoir tout le monde, bonjour, on s'excuse pour ces quelques petites particularités techniques. Ils nous ont capté apparemment en direct, c'est ça la magie du direct. Marhaba bikom, Rapti Watati, msakha alaikum. Les lives d'Algérie partent, reprennent. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une actualité hyper franco-algérienne et un peu plus franco-française parce que vous savez très bien qu'en France, il y a énormément d'Algériens, une grosse communauté algérienne. Si on voit les chiffres, si on comptabilise les chiffres, il y a beaucoup plus d'Algériens en France que dans toutes les autres grandes villes du pays, c'est-à-dire Oran, Constantine. Réellement, la deuxième ville algérienne n'est pas Constantine, ni Oran, ni Sétif, c'est plutôt la métropole française. Voilà. C'est pour que les gens comprennent l'importance de ces thématiques et l'importance des enjeux des relations franco-algériennes. On est avec nous, Khati, avec les lecteurs d'Algérie Part, les lectrices d'Algérie Part, un invité de qualité, quelqu'un qui nous a fait l'honneur d'être là, monsieur Zakaria Ben Ammar. Marhaba bik, bienvenue. Merci. Sois bienvenue sur les plateaux d'Algérie Part. Merci. Donc Zakaria est un élu franco-algérien, il a la double nationalité, Tout à fait. il est français et algérien à la fois, il est attaché aux deux pays à la fois. En ce moment, vous savez qu'en France, il y a des élections municipales, dont le premier tour est prévu le 15 mars prochain. Zakaria est un élu qui a longtemps travaillé à la mairie de Nanterre. La ville de Nanterre, donc c'est l'une des villes parisiennes les plus importantes de France. Elle abrite d'ailleurs une grosse communauté algérienne. Et on va surtout parler maintenant, avec notre ami Zakaria, de ces enjeux-là, de ces élections municipales, de la place qu'occupent les élus d'origine algérienne, de la vie politique française et de sa relation, comment les Algériens de France, ou les Franco-Algériens, ou les Français d'origine algérienne arrivent à pénétrer la sphère du pouvoir français. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces questions? Mais tout d'abord, j'aimerais bien, Zakaria, que tu te présentes rapidement, que tu expliques à nos téléspectateurs, aux gens qui nous suivent en direct, comment tu t'es retrouvé dans la politique et dans une mairie comme celle de Nanterre. Très bien. Bah, d'abord, merci de m'accueillir. Je suis très content d'être avec vous pour cette émission. Alors effectivement, moi je suis Zakaria Ben Ammar, je suis né dans les années 70 et je suis enfant de parents immigrés qui sont venus en France pour travailler, notamment mon père, à Nanterre, dans le quartier du Parc, dans la cité des Champs-en-Maine. Alors j'ai commencé d'abord ma vie publique par de l'associatif où j'ai construit et créé avec une bande d'amis l'association Authenticité qui est sur l'avenue Pablo Picasso, dans laquelle je suis resté. La cité Pablo Picasso, c'est un quartier très populaire ici à Nanterre. On en reparlera. Tout à fait. C'est un quartier populaire de Nanterre, auquel il y a des choses à faire et qui a besoin de tissu social. C'est la raison pour laquelle, dans les années 90, j'ai créé l'association Authenticité pour lutter contre l'échec scolaire en particulier. Et après, elle s'est démultipliée. Au fil du temps, je me suis vite aperçu que c'était bien, en termes d'action concrète, mais pas suffisant pour pouvoir changer les choses. Et donc, je me suis investi, j'ai regardé le paysage politique et j'ai adhéré au Parti socialiste. En 2001, je suis devenu conseiller municipal socialiste à Nanterre. En 2008, je suis devenu maire adjoint en charge de l'enseignement, c'est-à-dire les écoles. Et en 2014, je suis devenu président du groupe socialiste, maire adjoint de l'éducation, enfance, enseignement et conseiller à la métropole du Grand Paris, jusqu'à présent. Et maintenant s'ouvre une nouvelle perspective. Voilà. Avant de parler de cette nouvelle perspective, Zakaria, est-ce que tu peux nous expliquer juste c'est quoi les élections municipales dans un pays comme la France, que ça représente, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont la nationalité française, mais des fois qui ne votent pas, et quelle est l'importance, pourquoi il faut aller voter, d'abord, et qu'est-ce qu'elle engage une élection municipale en France, et quelles sont les prérogatives d'un maire. Parce que tu sais, en Algérie, le maire, malheureusement, il est réduit à un simple scribouillard, parce qu'on lui a enlevé toutes ses prérogatives. Mais ici, en France, il faut savoir qu'un maire, la maire de Paris, c'est pratiquement, c'est un poste où c'est important que celui d'un ministre. Et le maire d'une grande ville comme Nanterre, qui compte quand même 100 000 habitants, juste à côté de la Défense, donc il a un pouvoir sérieux et réel. Tout à fait. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'être maire en France? C'est des enjeux fondamentaux. D'ailleurs, en réalité, les Français ne se trompent pas. C'est la deuxième élection préférée des Français. Après l'élection du président de la République, c'est celle du maire. C'est celle de la vie du quotidien. Et depuis les lois de 83, ce qu'on appelait les lois de décentralisation, c'est-à-dire que l'État qui décentralise sur les collectivités, sur les villes, du pouvoir, c'est très très important. C'est par exemple les écoles,
tout ce qui concerne les bâtiments, les écoles, c'est le périscolaire, c'est l'espace public, les rues, la propreté, voilà. C'est toutes ces actions du quotidien dont le maire a la compétence. D'ailleurs, il y a la région, il y a le département et il y a les communes. Voilà. La commune, c'est la seule collectivité qui a la compétence, ce qu'on appelle la clause générale. C'est-à-dire elle a le droit d'intervenir sur tout. Il y a ses prérogatives obligatoires données par l'État, mais elle peut intervenir sur tout. Quelques exemples concrets. Exemple, la ville de Nanterre, elle intervient sur le temps scolaire. C'est-à-dire elle donne des livres. Elle pourrait ne pas le faire. Elle le fait, parce qu'elle a la clause de compétence générale. Elle pourrait ne pas le faire parce que c'est une compétence de l'État, l'éducation. Mais elle fait plus que l'État en donnant des livres, clause de compétence générale. Police municipale. La sécurité, stricto sensu, c'est de la compétence de l'État. Et les villes, d'ailleurs c'est un débat à Nanterre. Est-ce qu'on en fait ou est-ce qu'on n'en fait pas? Et ça fait partie... C'est-à-dire que la mairie en France peut créer son propre corps de police, qu'on appelle la police municipale. Exactement. Qui est sous l'autorité du maire, de la mairie. Tout à fait. Indépendamment de la police nationale qui existe déjà. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, comme le maire, il a des compétences de police du maire, qui exerce ces polices du maire. Une fois que le maire prend par exemple un arrêté, on dit vous subissez des nuisances, on entend ça souvent, des commerces qui sont ouverts tard le soir et qui gênent les riverains, qui gênent les habitants. Le maire prend un arrêté. Qui fait respecter cet arrêté? Si la police nationale n'est pas là, il faut une police municipale pour faire respecter ce qu'on appelle la police du maire. Voilà. Et donc ça, à Nanterre, ça fait débat. Moi, je suis pour qu'on fasse respecter la police du maire. D'autres disent c'est de la compétence de l'État. Il n'y a pas encore de police municipale là non? Non, c'est un embryon. C'est pas dans une ville de, comme vous dites, de quasiment 100 000 habitants, avoir 2 agents, ça s'appelle pas une police municipale. Et ben, les enjeux de l'élection municipale aujourd'hui, c'est ça. C'est les grandes orientations, les grandes questions qui touchent votre quotidien. Comment on s'en empare et comment on fait en sorte que les choses évoluent positivement à Nanterre. C'est ça l'enjeu dans toutes les villes de France. Et d'où est-ce que viennent les ressources financières d'une mairie en France, comme celle de Nanterre? L'argent vient d'où? Comment elle est répartie? Parce qu'on entend en France, par exemple, moi j'ai un exemple concret. Nanterre, quand même, c'est une ville qui paraît beaucoup mieux structurée, beaucoup plus propre que d'autres villes de la banlieue française. On parlera de cet aspect-là après, de la banlieue française, la présence de la communauté algérienne, qu'est-ce qu'il faut changer selon vous, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. Mais d'abord, techniquement, pour que les gens comprennent, y compris ceux qui sont dans notre diaspora et qui peut-être ne s'intéressent pas, d'où est-ce que vient l'argent d'une mairie et qu'est-ce qui fait qu'une mairie est plus riche qu'une autre, qu'une ville elle est plus riche qu'une autre? Ça, c'est vraiment la question fondamentale, c'est la question la plus injuste qui existe. Parce que quand vous avez l'ouest parisien, les Hauts-de-Seine, et quand vous avez l'est parisien, on a l'impression qu'on est entre la France et l'Éthiopie. Il y a un gouffre, alors que c'est les mêmes enfants, que c'est les mêmes gens qui vivent à quelques kilomètres. Donc c'est une bonne question, la question aussi de la répartition des richesses. Ce qui a fait à un moment donné la richesse des villes, c'est l'entreprise. Par exemple, c'est l'entreprise. Les entreprises qui arrivent sur un territoire créent la richesse ou ont créé la richesse avec ce qu'on a appelé à l'époque les impôts locaux ou la taxe professionnelle, la fameuse taxe professionnelle. La taxe professionnelle, elle a été gelée, mais ça veut dire qu'un territoire qui est riche, vous allez prendre Plutôt, il y a le quartier de la Défense. Plutôt qui est une ville à côté de Nanterre, à côté de la Défense. Hein. C'est une ville qui est très riche grâce à la Défense. Mais est-ce que c'est Plutôt qui a créé cette dynamique? Grâce à la Défense, c'est-à-dire que les entreprises qui sont au niveau de la Défense, qui payent des impôts... ont payé la taxe professionnelle, qui c'est compliqué aujourd'hui, elle a été remplacée par un autre impôt, ce qu'on appelle la CVAE et la contribution foncière des entreprises. Donc la taxe professionnelle a été remplacée par 2 autres impôts. Mais c'est des impôts qui sont versés directement à la mairie? Directement. Dans les caisses de la mairie, pas dans les caisses de l'État. Non, c'est directement dans les caisses de la mairie. C'est plus compliqué. En réalité, ça part dans les caisses du territoire, l'intercommunalité, et l'intercommunalité reverse à la commune. Mais on ne va pas rentrer dans cette complication. C'est directement à la commune. Parce qu'il y a un principe qui est clair, c'est l'autonomie des gestions des collectivités. Donc, la Constitution garantit aux communes une autonomie de gestion. Donc, ce n'est pas l'État qui reçoit cette recette. Donc, c'est tout un débat. Et puis, il y a des dotations, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. La DGF, qui selon un certain nombre de critères, l'État donne aux villes pour assurer un service. Par exemple, nous, on a les cartes d'identité, on a les mariages.
On a tout ce qui est lié à l'état civil, la naissance, la mort, etc. On fait ça pour l'État. C'est pas la compétence de la ville, mais on fait ça pour l'État. Donc l'État donne une dotation. Voilà. Donc Nanterre est une ville riche. On peut ne pas s'en apercevoir parce qu'il y a beaucoup de situations sociales. Les ressources viennent de quoi? De la défense aussi? Ou il y a un parc industriel qui est dans la ville? C'est le parc industriel et c'est les entreprises. C'est l'histoire de Nanterre qui fait que nous sommes une ville riche à 360 millions d'euros. La ville de Nanterre, son budget 360 millions d'euros. Voilà, ça fait le budget d'un ministère en Algérie. Voilà. Je vous donne un autre exemple qui est de l'époque, que je n'ai pas encore, je ne sais pas si encore valable aujourd'hui, pour vous donner une époque par rapport aux banlieues. Quand vous prenez la ville de Clichy-sous-Bois, très connu, il y a eu des émeutes en 2004. Voilà, au 1er janvier, en comparaison à la ville de Levallois, qui est le même nombre d'habitants, la ville de Clichy-sous-Bois a un budget au 1er janvier 2 fois inférieur à la ville de Levallois. Alors qu'elle a le même nombre d'habitants, et vous connaissez Clichy-sous-Bois avec les problèmes sociaux qu'il doit résoudre. Ça, c'est inacceptable. Et ça, l'État doit intervenir. Donc il essaie d'intervenir avec ce qu'on appelle la péréquation, un budget de péréquation, mais ce n'est pas du tout suffisant par rapport aux enjeux. Et l'État lui-même est coupable. L'État lui-même est coupable. Il y a des maires qui ont porté plainte et je pense qu'ils ont raison sur l'éducation. Comme il y a dans le système de l'éducation nationale, le système du mouvement, les parents le connaissent ça, le système de rotation, de mouvement des enseignants. On choisit une école en fonction de ses points. Quand vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous avez les fonds de tiroir, c'est-à-dire vous avez, une fois que tout le monde a choisi, soit vous n'avez plus personne, soit vous avez malheureusement les enseignants les moins formés. Le système, il marche pas droit en réalité. On devrait avoir, l'État devrait donner sur ces territoires qui en ont le plus besoin, les agents les plus formés et les plus capables de répondre aux enjeux de ces territoires. Donc aujourd'hui, les choses tournent un peu en rond et pas à l'endroit. Là, les élections municipales, il faut parler de ces choses-là aussi. Justement, avant d'entrer dans le vif du sujet des élections municipales, de votre campagne, de votre programme, de comment vous étiez à la mairie de Nanterre avec le maire actuel, après vous avez rejoint notre liste. D'abord, honnêtement, c'est facile de faire de la politique en France quand on est d'origine algérienne? Est-ce qu'on rencontre beaucoup de freins? Est-ce que c'est un effort supplémentaire? Est-ce que c'est facile? On parle de racisme, d'islamophobie, chaque jour, voilà, président Macron, on parle de séparatisme maintenant, je sais pas quoi, le communautarisme. Est-ce que c'est facile d'être... On n'a pas attendu Macron pour être stigmatisé. Ça, à un moment donné, il faut arrêter. Tous les partis politiques français, et même les partis de gauche, moi j'ai été biberonné au socialisme, 22 ans au Parti socialiste, je peux vous dire que tous les partis traitent différemment les enfants issus de l'immigration, femmes ou hommes. Ça, moi je l'ai toujours vécu. On est encore et aujourd'hui, moi je me suis battu contre ça, mais la réalité, ce qu'on appelait dans les années 80 le beurre de service, c'est-à-dire celui qui est là, pas parce qu'il apporte une compétence, mais parce que c'est un arabe ou un noir, ça a existé. Et ça a existé dans les partis de gauche. Il faut reconnaître aussi que celui qui a fait bousculer un peu les choses, c'est quelqu'un que j'ai combattu, mais c'est Nicolas Sarkozy. Quand il met dans un ministère régalien Rachida Dati, ministère de la Justice, qui montre qu'elle est capable, on peut être contre elle, ça, la question n'est pas là. Politiquement, moi j'étais contre. Mais il a montré... Elle a été un symbole quand même. Elle a été un symbole, ministère régalien, fort, important. Absolument, absolument. Et il a obligé les autres à courir derrière. Ça a toujours existé. Et le combat, il n'est pas gagné. Le combat, il n'est pas gagné. On est toujours stigmatisé. Il y a très peu, même dans les villes de banlieue, de maires issus de l'immigration. Il y a toujours cette difficulté de faire confiance. On est toujours marqué par nos origines. Moi, je le pense. On est toujours marqué par nos origines. Et il faut qu'on arrive à convaincre le peuple français, toujours plus, que nous sommes français comme les autres, avec peut-être de temps en temps des religions différentes, peut-être de temps en temps des cultures différentes, mais que ça apporte au pays et que ça ne réduit pas le pays. Voilà. Et ça, aujourd'hui, non, on n'a pas encore gagné ce combat. Très clairement, on n'a pas gagné ce combat. Justement. Et c'est encore pire, là, avec l'islamophobie. C'est-à-dire que tous ces débats-là, on est toujours suspect. Il y a un paradoxe parce que à chaque élection, il y a beaucoup de candidats dans les élections présidentielles. Tous les candidats pratiquement aux élections présidentielles en France font un tour à Alger, essaient de rencontrer les hauts responsables algériens. Et ils reconnaissent tous que la communauté algérienne a un rôle important dans l'électorat français. Il
Il faut savoir, les chiffres disent qu'il y a il y a près de 2 millions d'Algériens qui sont enregistrés au niveau des consulats, des différents consulats à travers le pays. Si on rajoute ça les sans-papiers, si on rajoute ça les Français d'origine algérienne, les Franco-algériens, etc., ça fait quand même une communauté qui dépasserait les 7 millions de personnes en France. Ce qui fait un énorme, quand même. Est-ce que les Franco-algériens ou les Algériens de France sont, quand je dis Algériens de France, c'est les Algériens qui ont la nationalité, qui sont intégrés, tout ça. Est-ce que c'est un électorat qui est vraiment pour lequel les candidats se disputent lors des élections, lors de toutes différentes élections? Il y a un potentiel électoral. Et les hommes politiques, comme les autres, ils considèrent que c'est une clientèle. Une clientèle à les convaincre, une clientèle à les séduire pour pouvoir voter. Et donc je pense que c'est pour ça qu'ils courent tous à Alger, tout en se disant que c'est un potentiel électoral qui ne vote pas. Moi, je suis de l'intérieur. Je sais qu'ils considèrent que c'est un potentiel électoral, mais il faut faire attention parce que il y a l'islamophobie, il y a la crainte du musulman, de l'arabe, de l'algérien, et puis qu'il y a aussi des banlieues qui ne votent pas, où il y a des records d'abstention, donc il ne faut pas non plus trop aller se griller. Est-ce que c'est le cas à Nanterre, par exemple? Est-ce qu'il y a beaucoup d'abstention? Il y a beaucoup d'abstention. Même dans les quartiers populaires où il y a une forte présence de la communauté algérienne? Surtout dans les quartiers populaires. Surtout dans les quartiers populaires. Parce que d'abord, je pense qu'il y a des gens qui sont, alors par contre là, réellement dans des situations difficiles et qui ont d'autres choses à penser. C'est pas forcément qui ont d'autres choses à penser, qui considèrent pas forcément qu'une élection municipale va changer leur vie. Et donc, ça passe au second plan. On a un peu loupé le coche par rapport à démontrer que il y a des enjeux, il y a des débats et il y a des projets qui sont différents. Voilà. Hein, on a un peu peut-être infantilisé pendant des années la population issue de l'immigration, notamment dans les villes historiquement communistes, moi je le pense, hein, et du coup, il n'y a pas ce sentiment qu'il y a véritablement un enjeu et qu'il faut que chacun se prenne en main. Par exemple, c'est quand même extraordinaire qu'à Nanterre, je sais que des associations ont essayé, Ziva, mais même d'autres, ont essayé de faire des débats entre les candidats. Et ça, je pense que c'est bien. C'est bien de montrer qu'il y a différents projets, qu'il n'y a pas de fatalité. Les gens ne sont pas là pendant 80 ans et qui sont condamnés à rester en place encore. La situation change, il y a de l'implication. Il faudrait que peut-être potentiellement que les choses changent. Mais pour ça, il faut que les gens comprennent qu'il y a d'autres projets intéressants pour eux. Et ça, des débats. Par exemple, le maire, j'ai toujours regretté, le maire actuel refuse de se confronter à d'autres projets. Et je trouve que c'est dommage, se confronter à d'autres idées, d'autres projets possibles. Ça n'a pas encore été fait pour ces élections municipales, ce qui permettrait peut-être, notamment dans nos quartiers, de montrer qu'il y a un véritable enjeu. Justement, donc maintenant l'enjeu de cette année, donc premier tour c'est le 15 mars, même pas dans un mois. Donc vous étiez, je rappelle, donc vous étiez dans l'équipe actuelle du maire et vous avez décidé de changer, de prendre une nouvelle direction et de rejoindre la liste d'un mouvement. C'est la liste, enfin, on peut dire entre guillemets, c'est la liste du mouvement du président Macron, la liste d'En Marche. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord pourquoi ce divorce avec le maire actuel, et pourquoi rejoindre cette liste-là, et quel est votre projet actuel en tant que franco-algérien, en tant qu'Algérien? Qu'est-ce que les Nantériens, ou les gens de Nanterre, ou les Algériens qui habitent Nanterre, ou les différentes personnes qui sont concernées de près ou de loin par la ville de Nanterre, est-ce qu'ils peuvent se reconnaître dans votre projet? Tout à fait. Alors là, on est sur une élection locale. Quand je parle projet contre projet, il faut que les gens soient libres. Et il ne faut pas rester enfermés dans des cases qui ne veulent plus rien dire. Hein. On nous condamne à rester avec un tel parce que sous prétexte que c'est la gauche, alors que la gestion quotidienne, elle n'est pas du tout dans celle qui soi-disant est de gauche ou même de droite. Il faut complètement arrêter. Moi, je ne resterai pas enfermé dans des cases. Moi, effectivement, quand j'ai adhéré au Parti Socialiste, je suis allé le chercher, le Parti Socialiste. Il n'existait pas dans le quartier Pablo Picasso. Le quartier du Parc était très organisé, avec des cellules du PC, etc. J'ai été le chercher. Je suis profondément socialiste. Et personne, je défie à quiconque de me faire un procès de socialiste. Je suis profondément socialiste. Est-ce que je considère aujourd'hui que le Parti Socialiste, notamment localement à Nanterre, il est capable de relever les défis à la fois nationaux et locaux? Je pense plus. Il n'est plus capable de relever les défis. Il est aujourd'hui en décrépitude totale, il ne soutient même pas ses adhérents, il n'y a pas de portage politique assez fort de mon point de vue. Et après, le maire de Nanterre, aujourd'hui, moi quand j'ai soutenu le maire de Nanterre dans les années 2000, 2008 et 2014, je trouvais qu'il avait une vraie vision de la ville et que c'était quelqu'un qui respectait les partenaires. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans un autre enjeu.
ils ne respectent pas les partenaires, ils ne respectent pas la diversité de la gauche, et je pense qu'en termes de vision pour l'avenir de Nanterre et le Nanterre du XXIe siècle, il y a besoin d'un nouveau souffle, il y a besoin d'une nouvelle équipe, il y a besoin d'une nouvelle fraîcheur, sur plusieurs points. La question de l'éducation et des collèges. Est-ce que aujourd'hui, à Nanterre, il y a une fatalité que 45% des familles nantériennes ne mettent pas leurs enfants dans les collèges de Nanterre? Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. C'est énorme. Énorme, énorme. Alors, c'est pas lié à la mairie uniquement, hein, c'est lié quand même à l'histoire, hein, la manière dont les logements ont été organisés. On ne peut pas non plus se dédouaner et dire c'est toujours l'État. Hein, la ville, elle a eu une compétence quand même à un moment donné, elle a aussi sa part de responsabilité. Il faut être honnête aussi pour le dire. Il n'y a pas de fatalité. Il faut refaire de Nanterre une ville attractive et attractive tout au long de la scolarité. Sur la question du développement durable de l'écologie, ça ne peut pas être qu'un discours. Il faut que ça soit maintenant des faits. Quand on voit, et j'ai fait partie de l'équipe, mais je m'en veux, le quartier université, qui est un quartier qui est complètement invivable en termes de densité ou de sentiment de densité, on ne peut pas se dire à la fois un maire bâtisseur et un maire développement durable écologiste. Il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux qualificatifs. Et quand on voit ce qui est aujourd'hui construit, on se dit il y en a peut-être un peu trop et que ça risque de mal vieillir. D'ailleurs, il y a beaucoup de départs. Sur la question de la sécurité, il y a un vrai débat. Il y a certains comme lui qui sont enfermés dans des débats dogmatiques sur la sécurité, pas de police. Est-ce que c'est une ville réellement dangereuse, Nanterre? Parce qu'il y a le sentiment d'insécurité fait toujours l'objet de beaucoup de controverses médiatiques en France, etc. Moi, quand je me balade, quand je vois Nanterre par rapport à d'autres villes, est-ce qu'on se sent réellement en insécurité? Moi, je vais pas comparer par rapport à d'autres villes, parce que vous allez me comparer par exemple à Bobigny ou à Bondy, et moi, je vais vous comparer à Levallois. Non mais, ou à Neuilly, ou à donc les comparaisons, voilà. Est-ce que les gens vivent bien? Est-ce qu'ils ont un sentiment d'insécurité? Oui, ça on ne peut pas le nier. Quand vous êtes sur le linéaire Pablo Picasso et que les gens ne peuvent pas dormir au-dessus, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a des motos, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a des infractions, parce que je ne parle pas de lutte contre le grand banditisme, parce que ça, c'est jamais une police municipale qui va résoudre ça. Mais les infractions du quotidien, les gènes du quotidien, il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui s'en occupe dans une ville. Et comme l'État, elle s'est retirée, malheureusement, je le regrette. Je regrette que l'État se soit retiré de ce type d'infraction. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Il faut que les gens arrivent et vivent bien. Et pour ça, il faut un minimum de force de sécurité, venir pour discuter, mais aussi verbaliser quand il y a besoin. Il faut à la fois de la prévention et de la sanction quand c'est nécessaire. Et c'est pour ça que moi, je suis pour une police municipale, je suis pour de la vidéo-verbalisation, je suis pour de la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'on regarde, mais qu'il y ait des gens derrière les caméras. C'est pas juste je mets des caméras pour faire beau et qu'il n'y a rien voilà. Et je suis de gauche. Je suis de gauche, mais la gauche, c'est justement être attentionné vis-à-vis d'un public qui est le plus en difficulté. Hein, et c'est pas au Mont-Valérien, c'est surtout dans les quartiers populaires qu'on vit mal la question de la sécurité. Donc sur tous ces sujets, je pense véritablement que le projet d'Adam Bouy, qui est... Justement, j'allais vous parler. Quel est l'actuel président de votre liste? Parce qu'il est aussi d'origine algérienne, si j'ai bien compris. Oui, quel est son parcours et en quoi il est différent de l'actuel maire? C'est des gens qui vont se poser des questions. Parce que finalement, dans les élections municipales, pourquoi changer une équipe? Est-ce qu'elle est gagnante ou pas? Il faudrait peut-être faire le bilan. Mais pourquoi changer le maire? C'est ça la question. Mais, pourquoi changer de maire? D'abord, il y a un débat démocratique. On ne dit pas on change. Il y a un débat. Il faut que ce débat il soit riche. Il ne faut pas avoir peur de ce débat. Il faut qu'on se confronte, projet contre projet. C'est ce que je disais. Pour moi, c'est fondamental. Dans une ville de 100 000 habitants, elle mérite d'avoir un vrai débat et un grand débat. La personne était tout à fait satisfaisante. Le maire de Nanterre, il a fait des choses, le maire sortant. Il a fait des choses. Est-ce qu'on considère qu'il est le mieux à même avec son équipe de préparer le XXIe siècle? Moi, je ne pense pas. Je pense que Adam Bouy, le candidat de différentes listes, hein, parce que moi je suis Nanterre d'avenir, mais il y a aussi d'autres listes, il y a le parti radical, il y a le parti écologiste, il y a des citoyens qui le soutiennent et qui soutiennent sa candidature. Il amène une énergie, c'est une pêche nouvelle, c'est des gens nouveaux qui veulent s'investir dans la campagne électorale et qui veulent l'apporter sur les points que je viens d'évoquer. La question de l'école, la question de l'écologie, la question de la sécurité. Sur tous ces points-là, on apporte des éléments programmatiques nouveaux. Moi, on est prêt à se confronter à d'autres projets.
Justement, est-ce qu'il y a des débats comme entre les différents candidats au niveau de la municipalité? Est-ce que vous rencontrez vos adversaires de l'équipe actuelle du maire dans des locaux associatifs ou comment les gens vont voter? Comment ça se passe cette élection-là, généralement? Parce que quand on se balade dans les villes françaises, on voit des gens qui distribuent des tracts, on voit des petits stands, etc. Mais est-ce qu'il y a par exemple, il y a des salles ici où les gens vont aller, ils vont voir la différence, etc. Alors, moi d'abord, moi j'ai beaucoup d'amis dans l'équipe municipale actuelle. Hein, on garde encore. Vous en avez fait partie. Donc. Voilà, des liens, des contacts. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même des écologistes qui nous ont rejoints. Il y a 2 élus du groupe du maire de Nanterre qui nous ont rejoints. Il y a moi du groupe socialiste. Donc, c'est véritablement. Vous savez, quand vous avez 4 adjoints, 4 élus qui quittent une équipe pour une autre, c'est peut-être qu'il y a une dynamique quelque part. Et dans l'autre côté, une dynamique qui se perd. Et ça, faut bien l'avoir en tête. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi, je souhaite qu'il y ait ces débats-là. Et là, aujourd'hui, on est plutôt dans une campagne classique, marché, ce que vous dites, distribution de tracts, échange avec les gens, porte à porte pour certaines listes. Et aujourd'hui, il y a eu des associations qui ont essayé, comme Ziva, au Petit Nanterre, mais d'autres structures aussi. Je sais que la Ferme du Bonheur souhaite faire un débat sur les municipales. Jusqu'à présent, le maire de Nanterre a toujours refusé. C'est la place du puissant qui ne veut pas rentrer dans l'arène de peur de risque de prendre des coups. Mais si on est confiant à la fois sur son bilan et sur son orientation et sur son projet, il faut venir se confronter. Je pense que les Nantériens, et je pense que Nanterre mérite qu'on ait ce débat-là. Et malheureusement, on ne l'a pas aujourd'hui. Peut-être que la radio, la web TV pourra, Algérie-Part pourra l'organiser, mais aujourd'hui, le maire sortant a refusé. Et justement, comment ça va se passer les élections? Il y aura une liste, donc les gens vont voter pour une liste. Et donc, foncièrement, c'est la tête de liste qui sera élue comme maire. Tout à fait. Donc, mais si les gens vont voter pour une liste, forcément, si la tête de liste est moins connue, peut-être que vous êtes plus connu que celui qui est la tête de liste. Est-ce que ce mode de vote ne risque pas finalement de favoriser le maire actuel? Parce que de facto, il bénéficie d'un avantage sur les adversaires. Parce qu'il est toujours là, il a l'exécutif entre ses mains. Donc il est plus connu que les autres. C'est clair. Le système, il est fait comme ça. Est-ce qu'il est optimum? Non, parce que là, vous avez raison, c'est que les candidats, en réalité, ils ne sont pas à égalité. Quand vous êtes à la tête d'une mairie comme Nanterre, vous avez une machine, vous avez un appareil très puissant qui est derrière vous, en réalité, que les autres candidats n'ont pas, même si l'État a essayé de mettre des garde-fous, etc. Mais ça, vous pouvez voir qu'on voit des gens qui sont à la fois membres du personnel. Vous savez, quand vous avez un cabinet du maire dans lequel il y a au bas mot 8 membres de cabinet, je veux dire, en termes de campagne électorale, c'est un atout majeur. Donc, effectivement, mais je pense que le débat vaut le coup et que les Nantériennes et les Nantériens, ils ont toujours été perspicaces, ils ont toujours été intelligents, ils ont su analyser les choses et les situations et je suis sûr qu'ils ne se tromperont pas. Je suis sûr qu'ils arriveront à voir quel est le projet qui leur correspond le mieux, l'équipe, parce que pour les municipales, on ne vote pas pour une personne uniquement, on vote pour une équipe. Et il faut regarder aussi la qualité de l'équipe qui va gérer pendant 6 ans. Et j'attire l'attention des Nantériennes et des Nantériens, de toute origine, mais aussi de la mienne, pour qu'ils regardent quel est celui ou celle qu'ils ont envie de voir prendre des responsabilités demain. Et c'est ça qui est important. Mais justement, est-ce que la France elle est prête pour avoir dans la tête de grandes villes comme Nanterre des maires d'origine algérienne ou d'origine maghrébine, honnêtement? Moi, je pense que... Est-ce qu'il y en a déjà en France des maires d'origine algérienne ou maghrébine? Alors ça, je pense que sur des petites villes, il y en a, et ça commence à se faire. Et je pense qu'une ville comme Nanterre, elle est prête. Je pense qu'une ville comme Nanterre... Sincèrement, vous êtes vraiment sincère, vous pensez que les gens sont prêts à... Moi, je pense qu'une ville comme Nanterre, elle est prête, tout simplement parce qu'il y a des traditions, il y a des habitudes, et il y a... moi, par exemple, j'ai jamais fait de communautarisme, j'ai jamais privilégié... Tout le monde connaît mon origine. J'ai jamais privilégié qui que ce soit que les citoyennes et les citoyens français. J'ai jamais joué sur l'arabe de service, j'ai gagné mes investitures, je me suis présenté à des échéances, j'ai été élu en tant que représentant du Parti Socialiste. Voilà, je ne le dois pas à quelque chose d'autre que le vote des militants qui ont considéré que j'étais le mieux placé. Et je suis sûr que pour Nanterre, c'est possible. Vous êtes très optimiste par rapport à... Concernant la ville de Nanterre, après, ailleurs, je connais moins, et je ne peux pas vous dire, il y a encore beaucoup de blocages, il y a encore beaucoup de freins, je pense. Surtout dans la conjoncture actuelle, par rapport à notre origine ou la religion, où les gens ont beaucoup de craintes. Vous savez, vous avez des forces politiques qui jouent là-dessus.
vous avez des gens de droite, vous avez des gens de monsieur de l'extrême droite, qui jouent beaucoup sur les peurs, et qui réavivent les peurs. Et vous le savez, tout le monde le sait, le meilleur moyen d'agir sur les gens, c'est de lui faire peur, c'est de leur faire peur. Si demain vous allez gagner les élections, imagine, quelle est la garantie que vous allez respecter vos engagements? Quelle est la garantie? Et quelles sont les premières mesures que vous allez faire réellement? Nous on a un programme qu'on va annoncer le 27 février. On a un programme qu'on va annoncer le 27 février à l'école Jules Ferry à 19h30. J'invite tout le monde à s'y rendre. Il est budgété, il est chiffré. Hein, avec des priorités dont je vous ai parlé. La priorité à l'école, la priorité à l'éducation, donc la priorité à la sécurité et la priorité au mieux vivre ensemble, la question du développement durable, de l'écologie, de vivre dans un air respirable. Tout ça, c'est budgété dans le programme. Et ce qu'on on souhaite faire, c'est amener un souffle nouveau aussi, hein, par rapport à des équipes qui sont enquistées sur place depuis 80 ans à Nanterre. 80 ans. Le Parti communiste a gagné Nanterre en 1935 et depuis, la culture communiste ne l'a pas quitté. C'est quand même extraordinaire. C'est quasiment unique en France. C'est quasiment unique en France. Vous voyez, le Havre, tous ces bastions communistes ont tous sauté. Vous savez, ça peut rester quand souvent, ça reste dans les villes riches. Le Parti communiste ou d'autres prospèrent dans les villes riches parce qu'il y a de quoi mener des politiques publiques, il y a de quoi faire du clientélisme. Hein, voilà, il y a un bouquin qui... Les villes riches, c'est-à-dire qui ont beaucoup de budget. Qui ont beaucoup de budget, donc qui peuvent s'acheter une clientèle. Ça, c'est même pas moi qui le dis, hein, beaucoup de sociologues. Saint-Denis, par exemple, c'est des communistes, non? C'est des communistes, c'est une ville riche. Ouais. Gennevilliers, c'est une ville riche. Absolument. Avec le port de Gennevilliers, etc. C'est des villes où il y a. Ils ont beaucoup de recettes qui peuvent. Donc, du coup, qui peuvent entretenir les choses. C'est pas l'idéologie aujourd'hui qui porte ces maires-là. D'ailleurs, pour la plupart, ils ne mettaient pas la faucille et le marteau. Et pour la plupart, encore aujourd'hui, ils ne s'intitulent pas maires communistes. Alors qu'ils sont issus de la culture communiste. C'est bien que c'est pas du tout les idéologies qui les fait gagner, mais c'est bien le budget de la ville. Moi, je le pense. Est-ce que ça fait la force de la France d'avoir des communes comme ça, indépendantes, autonomes plutôt, des maires qui ont beaucoup de prérogatives? Est-ce que la France, elle est ce qu'elle est? C'est une puissance, qu'on le veuille ou non, hein. C'est quand même la 6e puissance au monde, pour ne pas dire la 5e puissance universelle. Est-ce que cette force des collectivités locales participe au développement d'un pays comme la France? Et juste pour greffer en question sa carrière, finalement l'Algérie, les Algériens, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ce modèle français? Est-ce qu'il y a des choses encore à tirer? Parce que nous, on a copié le modèle français après l'indépendance, maintenant on a complètement dévié, le maire en Algérie n'a aucun pouvoir, mis à part gérer les parkings et l'école, et encore l'école, c'est la cantine scolaire, pas plus, le ramassage des ordures, donc c'est des prérogatives très limitées. Aujourd'hui, on voit encore une fois, c'est quand même impressionnant. Les élections à Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo actuelle, elle est sortante, elle est candidate, il y a un battage médiatique, on a l'impression qu'ici qu'une ville, c'est quand même quelque chose. Est-ce que ça a fait, c'est important pour le développement d'un pays d'avoir ce genre de prérogatives, etc. Et qu'est-ce qu'on peut, nous, dupliquer ou réaliser en Algérie? Je crois que le système français est un bon système avec des effets pervers. Et si vous voulez, on verra les effets pervers après. Lesquels ces effets pervers? On voit tout de suite les effets pervers, on parlera d'Algérie et du modèle après. Absolument. D'accord. Moi, je pense que c'est un bon modèle parce que ça fait quand même respirer la démocratie, localement. C'est-à-dire que quand vous avez un pays centralisé, c'est difficile pour des acteurs locaux, des gens qui ont des idées, des gens qui ont envie de changer les choses, de s'investir. Et les gens, ils ont envie qu'on s'occupe de leurs problèmes en proximité. Et ça, l'organisation française, même si elle est peut-être trop segmentée, il y a trop de strates, ce qu'on appelle le millefeuille, qu'il faudrait certainement, à mon avis, moins réduire. Peut-être supprimer les départements et garder les métropoles. Ça, c'est mon avis. Hein. L'État, les métropoles et les communes. Et il y a les régions aussi. Et au-dessus, il y a effectivement les régions. Il y a beaucoup de départements en France, c'est plus 95. Voilà, 90, même plus, départements avec l'outre-mer. L'outre-mer, c'est ça. Mais donc ça, je pense que c'est un bon système pour pouvoir agir au plus près du citoyen. Il faut qu'il y ait un acteur local. Il faut que le maire puisse agir. Sinon, les effets pervers, moi je trouve, notamment depuis les lois, c'est qu'est-ce que les maires ont fait de ce pouvoir? C'est ce qu'on appelait les lois Gaston Defferre, les lois de décentralisation 1983.
jusqu'à présent, jusqu'en 83, État très centralisé, c'est l'État qui décide de tout, unité sur le territoire national. Et les maires sont quasiment des préfets qui sont là. Qui exécutent ce que l'État décide. Par exemple, pour donner à nos confrères, nos concitoyens un exemple, c'est pas le maire qui décidait des écoles. Hein. Avant 83. Avant 83, il avait... D'ailleurs, aujourd'hui, le public qui est ici présent, comme madame qui est assise là, quand il y a un problème sur l'éducation, elle contacte son maire adjoint. Les gens aujourd'hui, machinalement, ils contactent la mairie. Avant 83, personne, vous pouvez regarder, hein, personne n'écrivait au maire pour les questions éducatives. On écrivait au préfet ou on écrivait à l'inspecteur d'éducation nationale. Les lois de décentralisation ont créé ce lien avec les municipalités. L'effet pervers, c'est qu'on a créé des baronnies. On a créé des petites baronnies où chacun voit son petit intérêt là, sans voir l'intérêt général. Et c'est ce que je vous disais en début d'interview. On ne peut pas non plus accepter l'absence de partage des richesses, d'avoir les Hauts-de-Seine, le département le plus riche, à 2 pas du 93, le département le plus pauvre, où les enfants ont du mal à réussir à l'école. Comment c'est tolérable ça? Et chacun se bat à garder son petit précaré, parce que je suis le maire, et je ne veux pas donner à l'autre, je ne veux pas de péréquation, je me bats pour... Ça, c'est-à-dire qu'il y a une émulation, une grande concurrence entre les villes et les régions. Pour garder sa richesse, Et ça, je trouve qu'à un moment donné, l'intérêt général, il doit être un peu plus incarné. Et l'État doit faire une péréquation en termes de richesse. Je pense que... Mais est-ce que cette décentralisation n'a pas permis aussi d'accélérer le développement économique de la France? Est-ce que Nanterre n'aurait... Est-ce qu'elle a finalement une ville, une région comme Nanterre, ça n'a pas été gagnante? Qu'est-ce qu'elle aurait... Qu'est-ce qu'elle serait devenue? En termes de faits concrets, il faudrait regarder plus précisément. J'en suis pas persuadé. Les grandes industries françaises, elles ont été lancées par l'État. La SNCF, le TGV, Airbus, l'aérospatiale, tout ce qui aujourd'hui reste, c'est de l'époque de De Gaulle. Tout ce qui a été lancé, c'est l'époque de l'État puissant qui fait des grands travaux et qui organise Je prends un exemple encore qui me frappe. Je passe un peu du coq à l'âne. Sur la question des banlieues, l'absence de mixité. Certains parlent de ghetto. Le général de Gaulle, l'État a mis 10 ans à résorber les bidonvilles. En 10 ans, les bidonvilles de Nanterre et de la banlieue ont été éradiqués. On a construit les logements, qui étaient à l'époque des logements bien. Les gens étaient contents d'avoir la douche, la baignoire dans l'appartement. Par rapport à un bidonville, les logements H&M à l'époque. Très bien, et très mixte, parce qu'il y avait de l'emploi. Et très mixte, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez comment on a du mal à régler nos problèmes des banlieues. On n'arrive pas à régler ce problème-là des banlieues. Le général de Gaulle, l'État l'a réglé en 10 ans. C'est pour dire que de temps en temps, l'État a besoin, l'État a son rôle à jouer pour résorber les grosses difficultés du pays. En tout cas, c'est ce que je pense. Et les maires, moi, à mon avis, pour certains, ont bien utilisé le pouvoir de 83, mais il y a eu une dérive. Voilà. Et par rapport à la comparaison avec l'Algérie, je pense qu'effectivement, on a une jeunesse algérienne qui a besoin absolument de vivre la démocratie. Et qu'elle ne peut pas être gérée par l'État. Ça, c'est pas possible. Elle doit être gérée au local. Il y a une force aussi du peuple algérien, il y a une force de sa jeunesse qui doit être canalisée. Et un État centralisé aura du mal à la canaliser concrètement. Il faut accepter de donner un peu de pouvoir. C'est dur pour un État qui a eu l'habitude depuis 62 à tout concentrer, mais moi, à mon avis, il y a un enjeu par rapport à cette jeunesse d'être capable de laisser un peu de liberté, et ça passe par la transmission du pouvoir local. Ça, je pense que c'est important. Il y a eu besoin, certainement au début, d'avoir un État fort, centralisé, socialiste, pour l'égalité au sein du territoire. Et maintenant, je pense qu'il faut passer à une autre étape, peut-être celle de 83, celle de la décentralisation, celle du respect aussi des minorités linguistiques, pour que cette diversité enrichisse l'État complet, l'État algérien. Et finalement, Zakaria, aux gens qui sont aux franco-algériens, aux Algériens de France qui nous regardent, etc., et qui sont peut-être, qui se disent « Oh, ça sert à rien d'aller voter, je peux voter en France, mais ça sert à rien, etc. » Comment les convaincre d'aller voter? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, puisqu'ils vous regardent là en direct? Et pourquoi ils devraient voter pour vous? Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Donc ça, on fera une belle conclusion. Je vais vous dire quelque chose de très pragmatique. D'abord, ça prend 5 minutes. C'est pas non plus comme si c'était une corvée d'aller voter pour une élection.
Deuxièmement, c'est une élection en particulier pour Nanterre, sur laquelle il va avoir des enjeux. Nanterre a des enjeux colossaux sur la question du logement. Les gens souffrent, ils n'arrivent pas à avoir de logement. Les décohabitations des familles, des jeunes qui veulent se marier et qui n'arrivent pas à créer leur famille, voilà, et qui donc attendent plus de transparence dans l'attribution des logements, plus de simplicité, hein, plus de compréhension. La question scolaire, ça dépend aussi une partie de la municipalité. Et donc ça, c'est véritablement l'enjeu qui va arriver. Comment on arrive à profiter, bénéficier de la défense des pôles de richesse pour que nos jeunes, pour que vos enfants puissent trouver du travail, voilà. Et comment on peut véritablement vivre dans une ville un peu plus sécure que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Et ça, c'est pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui le choix. C'est le 15 mars, vous allez avoir plusieurs projets à votre disposition. Moi, je pense que le meilleur projet, c'est celui du renouveau, celui de la jeunesse, celui du dynamisme, avec Adam Ouy et la liste Nanterre d'avenir, Vivre Nanterre, En Marche, le Parti radical et écologiste, et des citoyens. Je pense que c'est cette liste qui va pouvoir apporter une pêche nouvelle. D'abord, je pense qu'entre le passé, l'équipe actuelle, et la droite dure, il y a ce juste milieu. Et c'est ça que je propose, c'est ce juste milieu entre ces deux autres listes. Bon, on vous donne rendez-vous donc le 15 mars, et on verra. Écoutez, avec plaisir. J'espère que les Algériens de France, les Franco-Algériens, seront là pour leurs devoirs citoyens, qui s'impliqueront davantage dans la vie politique française. On a besoin d'eux. Hein. Voilà, comme ça, au lieu d'être dans le discours victimaire tout le temps, on pourra peut-être s'impliquer et changer les choses. C'était Zakir Abraham avec nous. Marhaba encore une fois, soyez les bienvenus à chaque fois. On en débattra, Inch'Allah, les amis, des enjeux, des relations franco-algériennes dans nos prochains lives. Marhaba bikum, à tout à l'heure.